Soyez les bienvenus sur Free Channel. Ce que l'on appelle l'Occident s'est toujours immiscé dans les affaires des autres pays, mais refuse que ces nations s'ingèrent dans ses affaires. Il utilise les menaces, les invectives, les insultes, le mensonge, les sanctions économiques. Mais il n'emploie la violence, les renversements des régimes en place, les bombardements seulement contre les pays faibles, les États fragiles, ne possédant pas l'arme nucléaire. Comme d'autres pays, l'Algérie n'échappe pas aux tentatives de déstabilisation. Les médias et les politiciens français aujourd'hui comme hier mènent des campagnes de désinformation à grande échelle visant les Français mais également les Algériens vivant en France et en Algérie. Ce matraquage incessant a pour but de graver dans les têtes cette propagande et la faire passer pour la vérité. En effet, ce sont les agresseurs qui accusent les victimes d'inhumanité. Ce renversement des valeurs est le propre de l'Occident capitaliste. Il est la cause des malheurs des peuples, génocide, destruction, bannissement, torture, pillage et 2 guerres mondiales. Sa nature est d'asservir les peuples, y compris les leurs, et exploiter la terre jusqu'à son épuisement. Son carburant est l'avidité, la rapacité, la convoitise. Certains Algériens, intoxiqués, croient et répètent ces mensonges destinés à nuire, installer la discorde et la dislocation du pays. Dès qu'il y a le moindre événement insignifiant, les médias s'en emparent et le grossissent dans l'objectif de coller cette image de violence à l'Algérie. En 2019, le Irak, soulèvement pacifique du peuple, est un démenti cinglant à ces incendiaires. Ils ont gardé le silence, priant que le pays s'embrase, que les Algériens s'entretuent. Le Irak a étonné le monde. Aucun mort ni blessé, pas de saccage, pas d'incendie, de vol. Face aux manifestants, les forces de l'ordre ont fraternisé avec la population. Le peuple et les dirigeants algériens ont, une nouvelle fois, donné une leçon au monde. Pendant ce temps en France, la confrontation est brutale, des membres des forces de l'ordre sont blessés, des manifestants éborgnés, des commerces attaqués, des véhicules brûlés, etc. Cependant, près de 30 ans auparavant, des médias, des commentateurs, des politiciens se sont réjouis du malheur des Algériens. Le combat de ce peuple contre les groupes armés dans les années 1990 fut désigné, notamment dans la presse française, par l'expression « Deuxième guerre d'Algérie ». Ainsi cette période était expliquée par le passé colonial. Ce slogan servit, aussi, d'explication à l'actualité de l'Algérie en rapport avec les révoltes arabes des années 2010. Ces médias étaient déçus que le peuple algérien ne se soulève pas. Et ils cherchèrent la cause dans la période précédente, celle de la décennie noire. Les-Échos.fr, du 19 décembre 2012, écrivait « Le traumatisme de la guerre civile explique en partie la relative atonie d'une population, manifestant un très fort sentiment sécuritaire. » En effet, dans les années 1990, en Algérie, le contexte sécuritaire était des plus violents. Ce raccourci de « guerre civile » faisait référence à la lutte de libération nationale de 1954 à 1962. Cette expression veut nous faire croire que la tragédie des années 1990 est la conséquence du régime politique issu de la guerre d'indépendance. Ces qualifications nous proposaient un passé linéaire, la lutte de libération expliquait la décennie 1990 et celle-ci expliquait les années 2010. Cette construction n'était pas neutre. Elle avance que l'hyperviolence, la nature des crimes perpétrés pendant la guerre de libération par la France et les années 1990 étaient comparables. Ces médias cherchent à atténuer, minimiser, relativiser ainsi la sauvagerie coloniale et rendant acceptables les agissements criminels de la France. Ils souhaitent imposer une image négative de la période post-coloniale, soit l'impasse de l'Algérie indépendante, l'échec de l'Algérie du FLN et la fin de l'unité, imposée par le FLN aux Algériens. Un appel voilé à la dislocation, à la disparition de l'Algérie d'aujourd'hui. Durant cette décennie 1990, bien que prise en étau entre les forces de sécurité et un terrorisme dénué de toute humanité, l'écrasante majorité de la population ne bascula pas dans la violence. Les gens allaient à leurs occupations quotidiennes, habituelles, le travail, l'école, le marché, etc. Ils résistaient aux intimidations et autres menaces des groupes armés. Ce refus empêcha la dissolution de l'État et permit la liquidation des organisations terroristes. Le combat, gagné de l'Algérie contre l'extrémisme, fut déprécié au lieu d'être salué. Par conséquent, ces années ne furent pas une décennie de guerre civile, mais un combat sans merci entre l'État et son peuple contre les groupes armés. Cette constante référence à la période coloniale est préméditée. La confusion entre histoire, droit, mémoire et politique est savamment orchestrée. L'écriture d'une histoire officielle est opaque, elle exprime l'opinion du régime politique du moment, elle est instrumentalisée, elle n'est ni neutre ni objective. En France, cette mémoire coloniale commune est source de discorde. Elle recouvre plusieurs strates.
Dans cette compétition opposant l'ancien colonisateur à l'ex-colonisé, la revendication de reconnaissance fut formulée, en Algérie, à compter de 1990, par la fondation du 8 mai 1945 de l'ancien ministre B. Boumaza. La requête fut présentée, le 14 juin 2000, devant l'Assemblée nationale française. Le 27 février 2005, les massacres de milliers de personnes de mai 1945 commis par l'armée française furent reconnus une première fois. L'ambassadeur de France en Algérie parle de « tragédie inexcusable ». En avril 2008, son successeur évoqua, à Guelma, ces « épouvantables massacres » et la très lourde responsabilité des autorités françaises de l'époque dans ce déchaînement de folie meurtrière. Il souligna que ces événements ont fait insulte aux principes fondateurs de la République française et marqué son histoire d'une tache indélébile. Aussi durs que soient les faits, la France n'entend plus, les occulter. Le temps de la dénégation est terminé. 2 ans plus tard, en avril 2010, lors de la programmation au Festival de Cannes du film « Hors la loi » de Rachid Bouchareb, des journaux français et algériens se firent l'écho de la polémique. Des décennies après les faits, un député de droite estima que ce film, qui n'avait pas regardé, était inspiré par un « esprit négatif et négationniste » et que Bouchareb est un partisan, un irresponsable qui met le feu aux poudres de manière insupportable. Et puis il menaça en criant « Ça ne va pas se passer comme ça ». Cet antagonisme était dicté par des arrière-pensées idéologiques. En effet, plusieurs mémoires étaient actives. Les nostalgiques de la colonisation, les juifs, les harkis, les immigrés. Le blocage le plus marquant vient de la France officielle. En effet, elle fait appel au droit pour imposer une mémoire contre les autres. L'exemple algérien n'était pas unique. La loi du 29 janvier 2001 sur le génocide arménien consacra le statut de communauté victime aux Arméniens de France et indigna la Turquie. Ce fut seulement en 1999 que l'État désigna les dites opérations effectuées en Afrique du Nord par l'expression « la guerre d'Algérie ». Cette qualification était pleinement symbolique. En 2002, des associations de rapatriés et de harkis rejetèrent le projet de loi socialiste instituant le 19 mars, date de commémoration de la fin de la guerre d'Algérie. Ils espéraient la victoire à la présidentielle de Jacques Chirac. En 2005, la loi du 23 février consacra la reconnaissance du pays envers cette partie de la population française. Des journaux, des historiens dénoncèrent les hommes politiques de droite qui veulent amputer, censurer l'enseignement de l'histoire et récompenser le lobby des rapatriés. Ils dénoncent cette approche partisane et la confusion délibérée entre les notions de mémoire et d'histoire. En 2006, la vigueur des protestations eut raison de cette disposition. En effet, la législation de 2005 voulait imposer une histoire officielle à l'école. Les historiens qualifièrent la loi comme la reconnaissance d'une seule mémoire, marquée par une idéologie fascisante, une reconnaissance confisquée par une génération déterminée. L'histoire était confrontée à la demande mémorielle et à la politique. La polémique était inévitable. Une autre loi portant sur l'esclavage dite Taubira, du nom de la garde des Sceaux, ancienne députée de Guyane, suscite la contestation. Des historiens accusèrent la ministre socialiste de la Justice de masquer l'esclavage arabo-musulman et de ne pas proposer une vision d'ensemble de la traite et de l'esclavage. Un autre historien leur répliqua que ce texte s'est contenté de se prononcer sur ce qui préoccupait une partie de nos compatriotes de l'outre-mer. Là encore, certains tentèrent d'instrumentaliser, de détourner un événement interne à la société française pour discréditer les arabo-musulmans, totalement étrangers à ce débat. Cette législation était française et elle n'avait pas à juger moralement les autres. Ce travail devra être entrepris par les sociétés arabo-musulmanes elles-mêmes. Ces nations n'eurent jamais de telles prétentions ou voulurent s'immiscer ainsi dans ce travail de mémoire interne à la société française. L'effervescence autour de la loi de février 2005 eut, inévitablement, des échos et des contre-coups en Algérie. L'exemple des harkis était problématique entre les deux pays. La position de la France était ambiguë. Dans un discours anti-FLN, elle classa ce groupe comme victime de ses frères algériens et non de la puissance coloniale. La journée d'hommage aux harkis, du 25 septembre, instaurée par le décret de mars 2003, est un défi, une provocation, une dénégation du combat des Algériens et une dévalorisation du nationalisme algérien, bien que le texte ne se prononçait pas sur l'histoire elle-même. Cette attitude signifiait la dépréciation de la lutte émancipatrice des Algériens et tentait d'imposer une hiérarchisation de l'histoire et des combats de l'un et l'autre peuple. Des hommes et femmes politiques, journalistes, intellectuels ne pouvaient admettre que la France ait produit des criminels de guerre et que les combattants algériens soient des résistants. Cette histoire, ces mémoires sont encore victimes de la surenchère politique. À chaque avancée de la recherche historique, d'une nouvelle étape dans la reconnaissance officielle, les adversaires de la vérité s'empressaient de les qualifier de « repentance » et faisaient diversion en caricaturant la civilisation d'origine de ce citoyen.
Ils tentèrent d'imposer des débats à propos des Juifs et de l'esclavage dans les pays arabes au Moyen Âge, des sujets totalement étrangers à ces querelles. Rendons-nous à l'évidence, tant que l'ambition personnelle et que les élections soient l'enjeu, la préoccupation essentielle. Tant que les élections déterminent la vie politique, nul espoir de vider cet abcès. L'objectif des partis politiques était de gagner des voix lors des consultations électorales et étendre leur influence sur la société. Par conséquent, ils étaient disqualifiés. Ainsi le travail voulu par Emmanuel Macron à propos de la guerre d'indépendance algérienne fut commandé en perspective de l'échéance électorale présidentielle. Ce document suscita des commentaires divers. Les remarques hostiles iront croissantes à l'approche de la campagne électorale de 2022. Le 21 janvier 2021, sur le plateau de la chaîne de télévision LCP, un sénateur LR détourna, c'est une tradition, le débat en incriminant les autorités d'outre-Méditerranée. Le gouvernement algérien instrumentalisait la guerre d'Algérie pour se maintenir au pouvoir. Impossible de discuter, ce n'est pas une démocratie. Monsieur le sénateur, aviez-vous instauré la démocratie dans votre Algérie française durant 132 ans de présence? Monsieur le sénateur, tous les États, et particulièrement le vôtre, tentent de falsifier l'histoire. On ne vous demande pas de juger le régime politique actuel de ce pays, mais d'accepter les faits, mis en lumière par les historiens. On vous demande de reconnaître l'histoire de France, sans chercher de faux fuyants en incriminant l'autre. L'Algérie est un État indépendant, ses affaires intérieures ne vous concernent nullement. Ce peuple édifie, patiemment, obstinément sa propre démocratie, authentique, désirée. D'autres intervenants dans les médias français s'ingèrent dans l'intimité sacrée du peuple algérien. L'un d'entre eux a eu l'impudence d'aborder le sujet du nombre de combattants de l'indépendance et exprima un jugement de valeur. Certains ont feint de s'étonner et jettent le doute sur la sincérité des autorités algériennes. 60 ans après l'indépendance, les querelles étaient immuables, inchangées, une prolongation, sans fin, d'une période que l'on voudrait oublier. La reconnaissance de l'esclavage était décriée à l'époque, pourtant les Français s'étaient-ils sentis plus coupables que les autres, étaient-ils attristés, étaient-ils sujets aux insomnies? À l'époque, l'une des tentatives de récupération concerna l'émir Abdelkader. Lorsque le présentateur d'une émission apprit quelques hauts faits du héros algérien, il eut cette réflexion: cet homme est une figure internationale, il n'appartient pas à l'Algérie. En une phrase, on veut dépouiller, une nouvelle fois l'Algérie. La crainte est que l'émir subisse un sort identique à celui de Nelson Mandela, que ce personnage exceptionnel ne soit récupéré, son action dénaturée, dépouillée de sa substance, une figure figée du passé. Le présentateur de télévision aurait pu s'exclamer: merci à ce pays d'avoir enrichi l'humanité d'un tel génie universel, exemplaire. Ce génie que la France a emprisonné puis exilé en Syrie. D'autres propagent, intentionnellement, cette fausse interrogation, sur le ton de l'impatience, incriminant, encore et toujours l'Algérie. La France et l'Allemagne se sont réconciliées, très rapidement, pourquoi est-ce si difficile avec l'Algérie? Font-ils semblant de s'étonner? Cette ruse est basée sur un argument mensonger. La remarque accusait l'Algérie dite du FLN. Il est jugé, responsable de cette réticence et non pas de la France. Cette réflexion diffamait l'autre, le déconsidérait. Rappelons à ces gens que les Allemands furent les agresseurs, les occupants, et les Français étaient les victimes, les persécutés. Et leurs résistants étaient qualifiés de terroristes. Les deux pays se sont entendus à la suite de 3 guerres successives, sur une période s'étalant de 1870 à 1945. Alors que dans le cas algérien, la France était l'agresseur et l'Algérie, la victime. Fidèle à Jugurtha, luttant contre les Romains européens, et à Saint-Augustin, combattant les Vandales germaniques européens, la résistance du peuple algérien était millénaire. Depuis 2000 ans, cette terre fut sans cesse envahie, meurtrie. Généreuse, elle éveillait les convoitises, la cupidité, la conquête. Nous savons que la finalité de ces courants politiques était de fractionner la société sur des critères identitaires, ethniques et religieux. La nation s'ethnicise, elle se recroqueville. L'extrême droite et une partie de la droite poursuivaient, inlassablement, orchestraient, sournoisement, discrètement, l'abandon du vocable « République » au profit de celui de France. Ce glissement énonçait la primauté de la nation sur la République. Leur travail de sape détruira la concorde, désagrégera la République. En effet, la confusion entre histoire, mémoire et politique déclenchait, encore et toujours, panique et divagation. Les passions ne s'étaient pas encore calmées. Les braises à la faveur d'un événement si insignifiant, soit-il, pouvaient, à tout moment, ranimer l'incendie. La méconnaissance, l'amalgame, le dénigrement se manifestaient à tout instant. Cette construction, dévalorisante, des originaires d'Algérie, notamment, s'érigea, s'imposa au fil de la colonisation. Une perception du présent mutilé, se nourrissant du passé.
Pouvait-on saisir l'Algérie actuelle avec une longue vue rivée exclusivement sur cette période du passé? Peuple étonnant. D'abord phare de la chrétienté latine, les Amazirs, des Canaries à la Libye, délaissèrent un Occident, en décomposition, et s'épanouirent dans l'arabité et l'islam, sans abandonner leur amazirité, et se dépêchèrent de porter la nouvelle foi à l'Europe. Ce peuple avait répandu et affermi la foi du Christ en Europe, puis il arabisa et islamisa l'Espagne, accompagnant son nouvel allié venu d'Orient. Gibraltar, Jebel Tarek, porte le nom de Tarek ibn Ziyad, ce nouveau amazir, arabisé, assimilé mais jaloux de ses traditions, de ses spécificités, de ses particularismes, de son histoire. Les Amazirs avaient-ils saisi cette opportunité arabe pour réparer les offenses occidentales personnifiées par les Romains, les Vandales et les Byzantins? La colère des enfants de Jugurtha, de Massinissa, de la Kaina, d'Ibn Khaldoun, d'El Mokrani, de Fatima En Soumer, de Bouamama, de Messali Hadj, de Aban Ramdan, est dirigée d'abord contre eux-mêmes car peu importe le colonisateur. Ils ne conçoivent pas que l'on asservisse un peuple millénaire, pacifique, éduqué, parce que l'on convoite ses richesses. Ils n'acceptent pas qu'ils aient été assujettis, opprimés, clochardisés. L'acharnement historique et mémoriel de ce peuple signifie sa blessure, quant au sort réservé aux aïeux. Des ancêtres vénérés, depuis toujours, peu importe la foi du moment. Leurs combats, leurs souffrances résonnent toujours chez leurs descendants. En vérité, les Algériens n'espéraient ni excuse, ni repentance. Ils furent vaincus, car ils n'étaient pas dotés d'une armée structurée, équipée, entraînée. Ils n'en voyaient pas l'utilité, car ils n'éprouvaient aucun désir de conquête. Depuis, l'armée est la colonne vertébrale de la nation. D'autres États s'étaient empressés d'adopter la dissuasion nucléaire. L'Algérie, bien qu'elle ait subi les essais nucléaires français sur son territoire, opta pour un autre choix. Elle signa le traité de non-prolifération nucléaire. N'était-il pas cohérent, sage, qu'un pays inoffensif, soumis à d'incessantes invasions étrangères, adopte la dissuasion nucléaire? Les hasards de l'histoire voulurent que dans cette période, Israël cherchât à acquérir l'arme nucléaire. Un Français issu de la communauté juive d'Algérie travailla au rapprochement entre le dirigeant israélien Shimon Peres et le gouvernement français. De Gaulle céda cette technologie, dont les cobayes furent des Algériens, à cet État. En effet, les conséquences dévastatrices des essais nucléaires au Sahara étaient toujours visibles, dans l'environnement et les hommes. La terre était empoisonnée, des enfants naissaient difformes. D'autres étaient morts ou estropiés, victimes des mines antipersonnelles enfouies le long des frontières marocaines et tunisiennes. L'armée algérienne avait détruit près d'1 million d'engins. La France s'était construite une réputation, un discours à l'international, une image enviable, et il serait difficile, très difficile aux pays officiels, celui des élites, vitrine de la nation, d'admettre que le pays de la Déclaration des droits de l'homme, et non pas la patrie des droits de l'homme, est un pays qui a causé le malheur de nombreux peuples, y compris le sien. Encore une fois, on colporte une confusion bien orchestrée à propos de cette Déclaration des droits de l'homme. En effet, la France, esclavagiste et colonisatrice, promulgue un texte portant sur les droits de l'homme. Cela ne signifie pas qu'elle se soucie et respecte les droits de l'homme. Par conséquent, cette France a usurpé ce titre flatteur, flagorneur, hautain. Elle n'est que le pays dans lequel est née cette déclaration, et non ce paradis des droits de l'homme que l'on veut nous vendre. En vérité, à l'extérieur des frontières de la France, et à l'intérieur du pays, l'auteur des malheurs des peuples était le même, le capitalisme français et ses alliés internationaux. Cette histoire de France est idéologique. Les programmes scolaires, l'enseignement étant un privilège des classes dirigeantes, il était inconcevable que la bourgeoisie fasse la distinction entre les deux France et refuse d'assumer ces agissements assassins, commis au nom du peuple français. Dans la France réelle, ce que constatent les citoyens de toutes origines, cultures et spiritualités est que la discorde, la rivalité, dépassant tous les autres désaccords, était d'ordre social. Français pauvres et étrangers pauvres sont pareillement exploités par la bourgeoisie française. Si vous avez aimé cette vidéo, alors partagez-la et abonnez-vous. À très bientôt.